Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va analyser ma partie de la ronde 7 du Grand Prix du Cap d'Agde et je suis opposée à Manon Chipke, la jeune et talentueuse joueuse française que j'avais déjà affrontée en juillet au tournoi fermé de Juvisy. La partie s'était alors terminée par la nulle après un long combat et spoiler alert, cette partie va être à nouveau âprement disputée et se conclure, on ne sait pas comment, au 123e coup. C'est simplement la partie la plus longue que j'ai jamais disputée, en tout cas en nombre de coups dans ma carrière. E4, C6, c'est la même ouverture que dans la partie précédente. C5, ici elle avait joué cavalier F3, elle décide de prendre. C'est le grand coup. E6, mais là, petite surprise, un coup assez rare, C3. Très brièvement, quelle est l'idée de ces trois? Le coup le plus joué, c'est A3, un coup qui peut paraître surprenant, mais c'est un coup d'attente utile. Plus malin que cavalier F3, parce que vous allez voir l'idée des blancs, c'est qu'après il faut penser 5, les blancs veulent jouer dame G4. Donc si on avait joué cavalier F3, on ne pourrait pas. Dame G4 attaque ce pion, il n'y a pas vraiment de bon moyen de le défendre. On ne veut pas jouer G6, ça fait trop les cases noires, notamment la case F6. On ne veut pas jouer roi F8 ni fou F8, évidemment. Et donc, heureusement, on peut le sacrifier. Ici, si les blancs décident d'insérer le petit coup B4, on joue H5 pour forcer la dame à capturer le pion. Dame prend G7, tour G8, attaque la dame, dame H7 et fou D4 gagne un tempo sur la tour et du coup les noirs vont pouvoir prendre E5 au prochain coup. Mais après C3, si on fait la même variante, fou prend C5, maintenant c'est avantageux pour les blancs. Ce petit coup malin, dame G4, si on fait exactement pareil, cavalier E7, là les blancs peuvent jouer B4, mal placé le fou, et il n'y a pas d'histoire de fou D4, donc on peut pas jouer comme précédemment. Et ici, il n'y a pas assez de compensation pour les pions. Dans des positions similaires mais légèrement différentes, ça peut aller. Là, ça ne va pas concrètement. Cavalier D7, F4. Certes, les blancs n'ont joué que la dame et les pions, mais c'est quand même deux pions de plus et pas assez de jeu pour les noirs. Le fou est mal placé en B6. Donc c'est toute l'idée de C3, mais j'ai joué cavalier D7, cavalier F3, j'ai pris maintenant qu'il n'y a plus dame G4. Ici on peut se demander ce qui se passe sur fou D3. C'est très important de comprendre que F6 est le seul bon coup, et non seulement qu'il est bon, mais en plus c'est le seul bon coup. Les alternatives ne vont pas. Par exemple, si on joue cavalier E7, fou F4, il faut se rappeler que la présence du pion E5 est souvent le prélude à une attaque très forte à la loi, vu que ça prend la case du défenseur naturel du roc. Donc sur fou F4, si par exemple si on rock, c'est tout de suite quel coup on joue à tempo, fou prend H7 sans réfléchir, ça gagne tout seul, roi prend H7, cavalier G5, sur roi G8, dame H5, tout ça c'est connu, sur roi G6, H4, parmi peut-être d'autres coups gagnants, dame D3 ou dame G4 était sûrement intéressant, et ça gagne de manière assez typique. Et donc sur fou D3, on a fait sauter le pion D4, la base de la chaîne de pions, maintenant on s'attaque à la tête de la chaîne de pions. On joue F6. Si les blancs pouvaient remplacer ce pion par une pièce et conserver le blocage du pion E6, il serait beaucoup mieux. Là, ils ne peuvent pas, très concrètement. Dame E2, on prend E5. Cavalier prend E5, cavalier prend E5, dame prend E5. C'est maintenant la dame bloqueuse, mais c'est pas la meilleure pièce. Si c'est un cavalier, si la dame est en E2 et que le cavalier B est en E5, le blanc serait gagnant, totalement gagnant. Mais là, ça ne va pas. Cavalier F6 protège le pion G7 en se développant. Et on va jouer fou D6 puis E5 très rapidement. Les blancs ont quand même un bon coup pour éviter que les noirs puissent roquer, c'est de faire fou B5 échec. Attention, surtout pas fou D7. Pourquoi? Vous l'avez vu, c'est dame prend E6, mais c'est pas grave, on jouera F7 et on va jouer dans un ordre de coup ou un autre fou D6, E5. Alors peut-être pas trop tôt, mais on va jouer fou D6, E5 un jour, mais d'abord probablement tour F8 puis roi G8 pour faire ce qu'on appelle un rock à la main et on jouera E5 ensuite et avec une structure gagnante. C'est vraiment le rêve dans toutes ces structures françaises et carocanes quand les noirs arrivent à jouer E5. Mais donc, elle n'a pas joué fou D3, elle a joué cavalier D2 et maintenant, attention, F6 ne va pas. Donc c'est vraiment subtil, mais donc F6 ne marche que si on peut gagner le contrôle de la case E5 et finir par jouer E5. Sinon, c'est horriblement affaiblissant, on bouge champion F. Donc là, ça ne va pas être le cas pour les noirs. Cavalier B3, fou B6, cavalier D4,
attaque le pion E6. On peut jouer cavalier prend E5, mais il y a une petite subtilité. Prise, prise, dame H5 échec. On joue G6, dame prend E5. Ça ressemble à la position de tout à l'heure. Avec la dame bloqueuse en E5. C'était une mauvaise pièce bloqueuse, mais là ça va, parce qu'il y a des menaces en E6. Sur cavalier F6, on prend E6, c'est totalement gagnant. Et sur dame F6, la dame va être remplacée par une autre pièce. Les blancs jouent fou F4, on ne peut pas échanger, bon, on perd tout, mais au-delà du problème de la tour H8, vu que les blancs conservent une pièce bien placée en E5, ça bloque le pion E6, on a le mauvais fou en C8, la position est stratégiquement gagnante pour les blancs. Donc c'est vraiment subtil, hein, ce jeu de F6, quand est-ce que c'est bon, quand est-ce que c'est horrible, ça se joue souvent à des détails tactiques, faites très attention avant de jouer F6 ou de ne pas le jouer. Donc ici, j'ai joué dame B6, tape sur F2, c'est un coup que je connaissais. Je connaissais aussi le coup suivant, dame E2 est forcé, et là, un coup typique de carreau-canne, dame A6 propose un échange de dames. Si les blancs veulent faire match nul, ils peuvent refuser, mais je savais que c'était pas vraiment le genre de Manon, hein, de faire nul de salon avec les blancs, mais elle aurait pu jouer dame D1, attaque la dame, pas de meilleure case que B6, et on répète les coups. Donc c'est un peu le problème de cette variante pour les noirs. Il faut accepter de faire match nul si l'adversaire ne veut que ça. Mais bon, c'est quand même assez rare avec les blancs au 7e coup de se contenter du partage du point. Donc, elle a pris. J'ai repris. Certes, ces pions sont doublés et isolés, mais ça fait des colonnes ouvertes en plus. Et le pion E5 peut être faible. Elle a joué fou des 3 coups de développement. Donc là, la question se pose encore. Est-ce qu'il faut jouer F6? Est-ce qu'il ne faut pas le jouer? L'ordinateur préfère ne pas le jouer, mais c'est ce que j'ai fait. Alors, j'aurais pu jouer, peut-être même dû jouer. F6 c'est intéressant, mais cavalier E7 est sans doute plus précis. Et par exemple, la faiblesse du pion E5 va être soulignée après des coups naturels, cavalier B3, fou B6, roc. On joue un petit coup de cavalier G6 pour taper sur le pion E5. Les blancs n'ont pas spécialement envie de donner la paire de fous, donc tout revient à l'air naturel. Mais ici, on rajoute un attaquant par fou C7, et là, il n'y a pas le choix, il faut donner la paire de fous. Mais du coup, les noirs ont confortablement égalisé dans cette position. A noter que les pions A, on va pouvoir s'en servir, on va jouer tour B8, A5, A4, et en fait, qui est le plus faible? Est-ce que c'est vraiment le pion A noir, ou est-ce que c'est pas plutôt le pion B2 des blancs? Et donc, j'ai joué F6 avec une idée précise sur pion prend, non pas reprendre du cavalier comme on fait d'habitude quand il y a les dames sur l'échiquier, mais reprendre du pion. Ça serait catastrophique s'il y avait encore les dames, je me ferais mater là en ayant joué le pion G et le pion F. Mais sans les dames, il n'y a pas de mat. Et donc les noirs peuvent rêver de quelque chose, c'est un jour faire E5 et avoir cette magnifique majorité centrale et pousser encore les pions qui vont repousser toutes les pièces blanches. Donc les blancs doivent éviter pour ça. Elle a joué C4, belle compréhension du jeu pour éviter E5. Alors je n'aurais pas fait tout de suite, il faut quand même se développer un minimum, même si on est en finale, mais jouer C4, c'est vraiment un bon coup pour éviter que les noirs puissent faire le rouleau compresseur avec leur pion. J'ai joué cavalier E7, prête à recapturer avec le cavalier là. Le cavalier G8 est passé en D5 en 2 coups et il est magnifique, il va pouvoir aller sur des cases intéressantes ensuite. À noter que G' F6 a aussi ouvert la colonne G, ça peut servir. Donc évidemment elle ne prend pas. Juste petit commentaire, parfois, donc ici c'est clairement qu'elle prend les 5 le meilleur coup, mais parfois E prend des 5 peut être intéressant pour jouer contre le cavalier des 2. Structurellement c'est atroce avec ces pions qui étaient liés qui maintenant sont isolés les deux, et donc ça fait que j'ai que des pions isolés, donc structurellement c'est atroce, mais le cavalier des 2 dominé et le pion des 5 qui gêne aussi le fou des 3, ça peut avoir des intérêts parfois. Et donc ok, j'ai joué avec cavalier 7 à la roque, elle n'a pas pris. Je me suis développé, tour 1 met la pression sur le pion E6, sur F7. De toute manière, j'avais aucune envie de roquer. Je veux jouer tour G8 pour attaquer sur l'aile roi. A3, j'aurais pu jouer A5, c'était possible.
avec l'idée prise cavalier E4, mais le fou doit repartir par E7, c'est un peu pour empêcher cavalier D6 évidemment. Donc c'était un peu ce qui me dérangeait. Pas la fin du monde, mais je préfère avoir le fou qui pointe toujours vers le roi. Donc sur A3, j'ai joué fou B6 d'abord, B4, cavalier G6 maintenant. Alors ici, sur pion prend, j'aurais pas repris avec le pion, quand même trop affaiblissant, mais j'aurais repris avec le fou, quitte à donner ce pion à 6. Mais là, je pense que j'ai largement assez de jeu. Je vais jouer cavalier E5, je vais jouer tour G8. J'ai un pion de moins. Bon, ça c'est le problème. On ne peut pas tout avoir, mais j'ai que des pièces magnifiquement placées avec les deux fous braqués sur l'aile roi, les tours qui vont être actifs sur la colonne G, les cavaliers qui sont l'un au centre, l'autre qui est prêt à bondir sur les cases intéressantes ou remplacer son collègue. Ça compense largement le pion. Mais elle a joué le meilleur coup C5, crée cette majorité à l'aile dame, crée même un pion passé protégé, mais en donne aussi un au noir. Donc je ne savais vraiment pas comment gérer cette position. Bon, l'ordi donne un avantage blanc moyen, on va dire, assez conséquent, mais pas non plus dramatique. Mais c'est sur le meilleur coup d'après l'ordinateur à chaque coup. Donc en pratique, c'est juste ultra compliqué. Il n'y a pas grand-chose à dire d'autre que pas clair, quoi. Donc j'ai joué fou C7 évidemment. Elle a joué fou F1, anticipant la venue de mon cavalier en E5. L'ordinateur préférait cavalier D4, cavalier E5 et seulement maintenant fou F1. Alors l'ordi va défendre, mais moi j'étais très contente de jouer de jouer cette position. J'avais prévu tour G8. Et un peu comme tout à l'heure, toutes les pièces bien placées. Alors l'ordi joue cavalier B3, cavalier H4. Ici, il joue le seul coup tour E3, seul coup pour garder un certain avantage. Bon, c'est pas non plus évident. La menace est cavalier F3, échec, cavalier prend F3, cavalier prend F3, nouvel échec, gagne la tour. Le coup le plus humain, c'est roi H1, mais il y a cavalier G4, attaque F2. Et on peut imaginer un échec perpétuel assez marrant, cavalier prend E6, échec, et échec perpétuel comme ça. Bon, chaque camp peut dévier à un moment ou à un autre, mais ça aurait été assez représentatif du jeu après le meilleur coup de l'ordi, cavalier D4. Elle a joué fou F1 tout de suite. Si on peut faire E5 pour commencer à pousser la majorité centrale, mais je préférais échanger le cavalier D7 que je trouvais très passif ici contre le cavalier F3 des blancs, ou plutôt contre le cavalier D2 parce qu'il va être remplacé. Je ne vais pas garder ce cavalier. J'ai joué cavalier E5 tout de suite, fou B2, j'ai pris maintenant et j'ai joué E5. Donc chaque camp va pousser sa majorité de pions ou ses pions passés. Je pousse au centre, elle pousse à l'aile dame. Je mets les tours actives derrière les pions, ça sert toujours. Et ici, elle a pris le pion en A6, un pion de plus pour les blancs, mais les pions se sont disloqués. L'ordinateur recommandait fou A3, avec une idée, c'est que si je fais un peu bêtement un D6, un D4, le pion arrive en C6 avec gain de temps, fou C8 forcé, et le fou vient en C5, et le pion A7 est très faible. Donc en fait, il faut anticiper C6 en jouant fou C8 tout de suite, et sur C6, on peut jouer fou D6, et là encore, bon, rien n'est clair dans cette position, même si l'ordinateur préfère le blanc. Je crois qu'il recommande même fou B6 ici à la place, empêche C5 en gardant les pièces. Et là encore, je préfère légèrement les blancs, mais bon, juste c'est ultra complexe avec les deux camps qui ont des pions passés protégés. Mais donc, elle a pris, je joue fou C6, fou B5, nouvelle erreur. C'était dû à une gaffe, on peut qualifier ça de gaffe, et même de gaffe mutuelle parce que je ne vais pas la punir. D'après l'ordinateur, c'est pas si grave, mais humainement, si une de nous s'était rendu compte de ce qui se passait, soit elle aurait pas joué fou B5, soit j'aurais joué ici fou prend B5, un coup stratégiquement atroce, parce que les pions qui n'étaient plus qu'isolés sont à nouveau tous reconnectés, et donc ça serait une gaffe positionnelle si il n'y avait pas tour B8, et de manière assez surprenante, personne ne peut protéger le pion B5. Donc les blancs doivent sacrifier le pion en jouant B6 pour au moins obtenir un pion passé, mais ça suffit pas.
Il se trouve que de manière un petit peu surprenante, l'ordi dit que c'est quand même match nul sur un jeu parfait. Les blancs vont sacrifier une pièce, par exemple, joue sur tour D1, D4, il prend D4, et bon, peu importe, mais l'ordi dit que cette finale, malgré la pièce de plus, est match nul. Ok. Mais donc sur fou B5, si je m'étais rendu compte de fou prend B5, tour B8, je l'aurais joué, évidemment. Je m'en suis pas rendu compte. Donc j'ai pas. Parfois, quand le coup tactique est positionnellement atroce, on n'y pense pas. Tellement on refuse de croire en fou prend B5. Donc j'ai joué tour E6, le coup positionnel, mais qui du coup ne punit pas les blancs. Tour B1, je pousse mes pions, D4, cavalier D2, se replace peut-être un C4, F5, on pousse tous les pions. C'est facile, tu pousses sa mousse, D3, fou C4. Est-ce que j'ai gaffé? Parce que maintenant, sur fou D5, seul coup pour pas perdre de qualité, la tour peut venir en B7. D'ailleurs, on peut jouer tour B7 tout de suite si on veut faire les malins, mais on peut aussi prendre et jouer tour B7. Et les noirs sont clairement sur la défensive et ça va pas du tout. Donc, est-ce que j'ai gaffé? Eh ben non. En fait, là, les noirs sont mieux, mais il faut être prête à sacrifier la qualité par E4. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'avais prévu de faire. Et donc, tout va bien. D'ailleurs, je m'attendais à ce qu'elle réponde à mon sacrifice de qualité par un contre-sacrifice de qualité avec tour B7 que j'aurais pris. Et on a cette position un peu folle avec ces pions-là qui sont passés pas trop loin de la case de promotion, mais quand même bien bloqués. Et ces pions qui pourraient assez rapidement se retrouver et également passer liés. L'ordi donne un avantage très conséquent au noir quand même. Donc sur E4, elle l'a pris tout de suite. Roi prend, fou B2. Là, ça devient critique pour les blancs. Cavalier F4. Bon coup, donc c'est vraiment le succès de ma stratégie avec je prends F6. Il y a bien longtemps maintenant, j'ai pu pousser tous mes pions, c'est cool. Roi F1, petite tactique. Cavalier prend G2. Sur roi prend G2, c'est E3 avec échec. Et sur cavalier F3, tour G8, échec, le cavalier va tomber et c'est terminé. Et en plus des raisons de maths, par exemple là, ça, le roi va pas tarder à se mater. Tour G6, tour H6 arrive. Donc sur cavalier prend G2, elle n'a pas pris, elle a joué cavalier B3. E3, un nouveau très bon coup. Donc là, je joue tous les coups, bah, on commence à jouer assez rapidement, hein. C'est une cadence sans rajoutant 40e, donc c'est 1h30 plus 30 secondes par coup. Donc une fois que t'es en deck note, c'est pour tout le reste de la partie. Et la partie était tellement complexe qu'on s'est retrouvé en deck note à ce moment-là. F prend 3, cavalier prend 3, échec. Roi F2, nouveau petit échec. Cavalier prend H2, pas d'échec. Et j'avais calculé la petite pointe. Cavalier D4, fait une fourchette, mais on bouge pas le roi. On joue tour prend D4 contre fourchette. Après, fou prend D4, cavalier F3. Et c'est totalement gagnant. Le roi peut même pas aller en D2 pour prendre un D3. Et sur un coup comme roi F2, cavalier prend D4, on a trois pièces dont la paire de fous et un pion, mais dont trois pions passés contre les deux tours. C'est vraiment totalement et facilement gagnant. Mais elle n'est pas tombée dans ce piège. À partir de là, elle va me poser tous les problèmes pratiques avec très peu de temps à la pendule, toutes les deux. Et je vais commencer à déjouer. Alors, elle a joué fou C3, petit échec, un gain clair, mais pas du tout facile, c'était fou E4. Pour éviter quand même toutes les histoires de cavalier D4 ou de cavalier A5 qui attaquent le fou. Admettons C6. L'ordi maintenant active la tour G8. Donc c'est pour ça qu'on voulait bouger le fou avant pour pas se prendre cavalier D4. Cavalier D4 quand même. Roi D5. Tour B5 échec. Ça a l'air très dangereux. Mais roi C4. Et les noirs sont totalement gagnants. Sur tour B4, on prend un C3. Le roi volant. Il se fait pas mater. Et tour G1 est imparable. Donc ça c'est un gain clair. Mais il faut y penser avec peu de temps à la pendule. Moi j'ai fait échec, ça reste totalement gagnant, mais roi D1,
Et ici, par exemple, on dit donne cavalier F3, c'est pas le seul coup gagnant, mais c'est un coup qui est totalement gagnant. L'idée, c'est d'empêcher définitivement les histoires de cavalier D4. Sur roi C1, on commence à pousser. On a beaucoup de pions passés, bah, poussons-les. Et ça va gagner sur cavalier A5. Il joue juste fou E4. Un D2 va arriver. H4 est très fort également. Il n'y a pas vraiment de contre-jeu pour les blancs. C'est fini. Et sur roi D1, j'ai gaffé. F4, c'est ce que j'ai joué. Petit échec en D4. Très bien joué, c'est le seul coup pour ne pas être totalement foutu. Roi D5, roi D2, à nouveau le seul coup pour pas être très mal. F3 pousse les pions. Là, je pensais encore être gagnante. Je m'attendais à roi prendre D3, mais ici, j'avais vu deux coups intéressants. Fou E8 pour aller en G6. Et le roi blanc est très très mal avec la tour qui peut aller en 8, etc. Ou simplement F2, probablement ce que j'aurais fait. Et les noirs restent gagnants. Mais ici, elle a saisi sa chance. Elle a joué le seul coup pour ne pas être foutu. Cavalier F5. Attaque le fou. Et il y a des idées de cavalier E7 également. J'ai joué fou F4. Roi prend D3. Et donc là, il fallait absolument faire F2. Un roi E2, par exemple, je fais dame, c'est pas le seul coup, mais bon, c'est une variante qui mène à la nulle. Roi E4, petit échec, on donne, et finale tour foot, couleur opposée, c'est totalement nul. Mais sur roi D3, j'ai gaffé. Par roi prend C5, échec. À ce moment-là, j'avais vraiment plus de cerveau et je commençais à être grave dégoûté d'avoir gâché cette belle partie jusqu'au moment où j'étais totalement gagnante. J'ai joué roi prend C5 en oubliant que à mon échec, elle pouvait répondre par un contre-échec. C'est aussi le problème du Zeitnot, mais trêve d'excuses, c'est quand même parce que trêve d'excuses parce que c'est inexcusable hein, de jouer à princesse 5 et puis fou D4 et de faire la tête maintenant. Et là, les blancs sont totalement et normalement facilement gagnants. J'ai joué roi D5, elle a fait cavalier E7 pour échanger des pièces, c'est plutôt bien joué. Les blancs ont une qualité de plus, c'est totalement gagnant. Roi E4, bien joué. L'ordinateur flash tour prend D4 suivi de F2, mais en vrai c'est totalement perdant pour les noirs. Donc j'ai joué fou D3 pour pouvoir jouer F2 sans sacrifier une nouvelle qualité. Petit échec, roi D7, tour A2 bien joué, ça empêche F2. Petit échec, roi D5, on n'a pas peur des fantômes. Un cavalier G4 pour pouvoir faire F2. Tour B2 trouve du contre-jeu vite et bien. F2, moi aussi j'ai mon pion passé, j'ai du jeu, mais pas à temps. Tour B7 échec, seul coup gagnant, mais c'est facile. Roi D8, tour prend A7. Petit échec en E3, fou prend E3, c'est le plus simple, mais pas le seul coup gagnant. Tour prend E3, tour prend H7, et voilà une position dans laquelle on peut tout à fait abandonner avec les noirs. Il y a une qualité et un pion de moins. J'ai le roi sur la 8e rangée, coupé par une tour sur la 7e, donc il y a des thèmes de maths de l'escalier dans l'air. Le pion A6 est très fort à 2 cases de la promotion. Bon, si j'abandonne ici, personne n'est choqué. Mais j'avais une lueur d'espoir. C'est cette fameuse finale roi par là, fou de la couleur opposée au coin, versus tour et pion en A5 qui est une nulle théorique. Ça, à l'aveugle, ça vous dit peut-être rien, mais vous allez le voir, spoiler alert. Et donc j'ai continué, non pas par inertie, mais parce qu'il y avait ce motif de nul avec beaucoup de chance et quelques pièges. Et donc j'ai joué tour E5 échec pour une raison concrète. Sur tour E1, menace tour prend C1 et dame, il y a A7 qui met fin à la partie. Tour prend C1 à 8 dames. Donc je fais un échec d'abord, sur roi D4 à tour A5. Donc le roi vient sur la colonne C, mais maintenant tour E1, il n'y a plus A7. Je peux prendre sur échec. Et je gagne. Mais donc tour H1, seul coup gagnant, mais c'est facile. Et encore, défend la tour, contrôle les cases F1. Je bombarde le roi d'échec. Roi B5 protège le pion, échec à nouveau. Donc tour C5, pas le seul coup gagnant, mais c'est très simple. A priori, tout va bien. Et là, je suis en mode étude.
Enfin, un détail près, c'est que la position est totalement perdante pour les noirs. Mais je joue les seuls coups pour pas être mat tout de suite. Et des coups qui, peut-être, peuvent créer cette fameuse finale. Donc je joue roi C7 sur A7, j'ai roi B7. Échec d'abord, bien joué. Roi B8, je menace dame. Mais roi B6, sur dame, je me fais mater. Donc seul coup pour pas se faire mater, fou E5. À cet échec, seul coup gagnant, bien joué, mais bon, là encore, c'est très naturel. Roi A8, tour F7 par F1 dame, menace mat. Je fais échec. Et là, de manière très étrange, elle va commettre l'erreur décisive, qui passe de gagnant à match nul. De manière très étrange, pas qu'elle se trompe, mais que ça y ait possibilité de se tromper. C'est ça qui est étrange, alors qu'il y a qualité pion de plus et que le roi noir est quasiment mat. Le seul coup gagnant, c'est roi A6. Et ici, j'aurais joué non pas dame, fou prend A7, mais d'abord fou C5 pour inciter, créer un pseudo Tsuksang et inciter A5. Je vais avoir cette finale avec le pion en A5. Il se trouve que c'est quand même perdant ici, mais il y a des chances de match nul. Donc maintenant, c'est moi qui suis en Tsuksang. Je dois faire dame, prise, fou prend A7. Cette finale, roi, fou, de la couleur opposée au coin contre roi, tour, pion A, il y a de bonnes chances de nul. C'est d'ailleurs normalement nul quand le pion est en A5. À un détail près, il ne faut pas que le roi noir soit en A8. Au coin, il est mal placé. C'est important de le savoir. Là, ça serait match nul si je pouvais avoir le fou par exemple en E3 et le roi en C7 ou en C8. Donc typiquement, roi B5, ça fait match nul. Maintenant, les blancs peuvent plus forcer ça. Je joue le roi sur roi A6, j'ai roi B8. Je m'échappe de coin, c'est match nul comme vous le voyez avec la jauge. On va y revenir dans la partie. Mais ici, ça gagne parce que le roi en A8 est mal placé. Même si le pion est en A5, qu'ils soient en A5 ou en A4, ça ne change rien. Comment les blancs gagnent? On joue échec. Fou B8. On fait pas roi B6, ça serait patte. Donc il y a toujours des problèmes pratiques. On joue roi B5. Roi B7. Maintenant, on fait échec. Sur roi A8, on peut faire A6. Fou A7. On revient ici. Fou B8. Non pas roi B6, c'est patte. On joue un petit coup d'attente. Force, roi A7. Maintenant, on peut faire échec. Roi A8, roi B6, ce n'est plus patte. Tour de magie, la tour est maintenant sur la 7ème rangée. Le fou s'en va, peu importe où. H2, échec. Roi A6, abandon. Donc, roi A6 aurait gagné, mais bon, j'aurais joué fou C5, A5, dame, et si sa technique est suffisamment bonne pour gagner cette finale, bravo, le point est mérité, et sinon, on transpose dans la finale match nul, qu'on va avoir après roi C6. Ici, attention, le pion est encore en A4. Fou prend A7 a l'air de sauver la partie, mais en fait, ça perd, hein, parce que maintenant, les blancs jouent tour F8, fou B8, tour prend F2, avec le pion A4, cette finale est gagnante. Je vous montrerai très brièvement pourquoi, mais si vous voulez tous les détails, ouvrez un bon livre de finale, comme par exemple celui de Dvoretsky. Donc ça, fou prend A7 perd. Mais donc j'ai pas joué fou prend A7, j'ai senti le truc. Fou E3, deux points d'exclamation, parce que ça place les blancs en Tsuksang, tout simplement. Si la tour bouge, bah soit je fais dame, merci, soit je prends le pion avec le roi, merci aussi. Donc la tour peut pas bouger. Si le roi bouge, admettons le roi B5, maintenant je peux prendre un A7. Parce que sur échec de tout à l'heure, je ne vais pas faire fou B8, je joue roi B7, je garde le pion F2, c'est match nul tout de suite. Donc le seul coup, c'est A5. Mais maintenant que le pion est A5, je peux transposer dans la finale. Et donc là, j'ai fait F1 dame, prise, roi prend A7. Donc pour faire nul dans cette finale avec le pion en A5, avec le pion en 4 c'est perdant, mais avec le pion A5 c'est nul, comment est-ce qu'on fait quand le roi blanc est sur la colonne C, on laisse le roi en A7 ou A8, le fou il va rester sur cette diagonale. Quand le roi arrive en A6, on mettra non pas le roi au coin, on a vu pourquoi, mais le roi en C7 ou en C8. Donc sur roi B5, j'ai joué roi B8, roi A6, on joue roi C7. Et voilà comment on fait match nul. Et donc là, j'étais très confiante. Trop, peut-être.
Pourquoi j'étais aussi confiante? Parce qu'il y a bien longtemps, lors de mon dernier championnat de France jeune, en 2007, j'avais obtenu cette finale avec le fou déjà et j'avais fait match nul. À l'époque, j'avais de très vagues connaissances. Je ne savais pas, par exemple, qu'il ne fallait pas avoir le roi au coin. Donc j'avais mis le roi au coin, mais mon adversaire, qui était pourtant 2250, je crois, ne savait pas plus et n'a pas trouvé le gain, qui est quand même pas simple, hein. Le gain que je vous ai montré, quand on ne connaît pas, après 5 heures, 6 heures de jeu, bon courage pour le trouver, même à 22,50. Et la partie, après plein de gaffes mutuelles, c'était soldé par le match nul. Mais j'avais un peu regardé, donc je me rappelais qu'il fallait mettre le roi, non pas au coin, mais comme ça. Et ultra confiante, j'ai blitzé des coups, et puis j'ai fini la partie avec plein de temps à la pendule, vu que c'était plus 30 secondes par coup. Mais à un moment, j'ai fait une gaffe décisive ici. Je me rappelle de ce moment. Je me suis dit, bah tiens, je peux jouer roi B8. Bon, je peux jouer fou G1, mais j'aime pas, on sait jamais. La diagonale, peut-être qu'elle est trop courte, donc je vois pas pourquoi. Bon, d'ailleurs, fou G1 fait match nul, mais pourquoi aller en D1? Bon, allons en D4. Ça perd. Ça perd de manière très surprenante. Bon, d'ailleurs, elle a joué roi C6 qui fait un nouveau match nul parce que j'amène le roi en B8. Et donc, quand le roi est en C6, on met le roi en A7. Et donc, tout va bien. Sauf qu'ici, il y a un gain très étrange. Si la tour attaque tout de suite le fou, bah, c'est pas grave. Fou E3, tour F3, bon, un fou G1 cette fois-ci, je reviens pas en D4, et tout va bien, et on voit pas ce que ça fait d'attaquer le fou. Mais en fait, les blancs commencent par roi C4. On se demande, mais où va le roi? En fait, le roi, il va nulle part. Il quitte la colonne B. C'est tout ce qu'il fait. Mais en C4, il est juste mal placé. Mais il est plus sur la colonne B, et c'est ça qui est important. Et maintenant, sur fou E3, tour F3 attaque le fou. Et sur fou G1, tour B3 coupe le roi. Et là, ça va gagner tout seul. On va jouer A6, tour B7, amener le roi en C6 et jouer A7. Oupsie. Mais alors, roi C4, je pense que c'est introuvable. Surtout si on ne cherche pas. Et le seul cas où un joueur ou une joueuse joue ce coup, c'est si il connaît. Bon, mais on ne connaissait pas toutes les deux, et du coup, on n'a pas vu, pas pris, heureusement. Mais donc, retenez cette idée, même à très bon niveau. Là, je pense des grands maîtres peuvent gaffer comme ça, ou gaffer comme ça avec les blancs. Si on ne connaît pas, et qu'on ne sait pas qu'il y a... il y a un coup, si on sait qu'il y a un coup, c'est déjà très difficile, mais si on ne sait pas, ben, on ne trouve pas. Donc, retenez cette idée, ça peut vous rapporter un demi-point de plus. Roi B8, touk, et donc maintenant, je ne vais plus faire de gaffe. Elle finit par pousser son pion en A6, puis en A7. Je l'ai pris. Alors, on est là au 82e coup. La partie s'est soldée par le partage du point, mais pas avant encore 40 coups. Cela dit, je ne les ai pas rentrés parce que, un, la flemme, deux, je ne suis pas certaine de pouvoir me relire pendant encore 40 coups jusqu'au 123e. Mais surtout, c'est pas très important. Il y a juste un piège que je vais vous montrer. Parce que cette position, c'est la position de base pour faire match nul avec roi et fou contre roi et tour. Le plus simple, c'est un peu étrange, mais le plus simple, c'est d'avoir le roi au coin de la couleur opposée à son fou. Ça, c'est très important. Si vous avez le roi du coin de la même couleur que le fou, ça perd. Mais la couleur opposée, c'est match nul facile, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Donc, on peut tourner en long, en large, en travers, mais donc, admettons roi B5, ça. Le seul piège que je veux vous montrer, c'est ici. Ici, n'importe quel coup de fou, pas en prise, fait match nul, sauf un. On peut jouer fou E5, ça va. On peut jouer fou G3, ça va. On peut jouer fou H2, ça va. Admettons, par exemple, fou H2 même, qui a l'air le plus bête parce qu'il n'y a pas beaucoup de cases, ça va. Si échec, roi, B8, tour H7, menace le fou, menace mat, on s'en sort par fou B8, fou G1 plutôt, échec. Mais si ici on joue fou D6, ça perd. Heureusement, j'étais au courant de ce piège, donc à chaque fois que c'était possible, bah, je ne suis pas tombé dedans. Ici, ça perd de très jolie manière. Petit échec, roi B8, double attaque, menace mat, menace le fou, et il n'y a pas fou C5. Je connaissais ce piège parce que je connais deux bons joueurs qui ont perdu par ce piège. Cédric Passy, un fort maître fidé, et
Romain Edouard, grand maître international, ex-champion de France et joueur à plus de 2700. Et donc les deux, ben ouais, après 6 heures de jeu, c'est facile de se dire, ah bah tiens, j'ai fait toutes les cases de la diagonale, à part celle-là, bon, de toute façon, tout fait match nul, je sais pas pourquoi mon adversaire joue, allez, je joue le fou, et puis tout d'un coup, échec, bim, abandon. Horrible, donc un piège à connaître, que vous ayez la tour ou le fou, là encore, ça peut vous rapporter un demi-point de plus. Donc voilà, nul au final après 123 coups, une partie marathon, partie record pour moi. Je ne sais pas si c'est le cas aussi pour Manon. Et c'est un peu bon, la beauté, mais aussi le côté parfois horripilant du jeu d'échecs, c'est qu'on est deux passionnés, on a joué 6 heures à notre passion et au final, les deux joueuses sont déçues et frustrées. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À bientôt, ciao!